Jérôme Alzan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Nous avons souhaité discuter avec toi aujourd'hui de l'actualité relative aux hydrocarbures. Peux-tu dans un premier temps rappeler les différences entre la théorie fossile et la théorie abiotique? Bon, en réalité, c'est assez simple en fait, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, tout simplement, selon la théorie fossile, que tout un chacun a appris à l'école, tout le monde a appris que les hydrocarbures proviennent de la décomposition de matière organique, bon, soit du plancton dans les océans, soit d'animaux et de végétaux en surface, et que cette décomposition, petit à petit, sous l'effet de la pression et de la température, du fait de l'enfouissement petit à petit sous l'effet de la sédimentation, cette matière organique se dégrade en plusieurs composés, dont des hydrocarbures. Donc, selon la théorie fossile, il est bien clair que la vie précède l'existence des hydrocarbures. Ça, c'est un point. Et en fait, selon la théorie biotique, les hydrocarbures sont présents à l'état natif, donc dès l'origine, au moment de la formation de la Terre. Et donc, la vie elle-même a suivi, s'est nourrie de ces premiers hydrocarbures qui étaient présents dès le départ au moment de la formation de la Terre. Donc, pour vraiment résumer, hein, selon la théorie fossile, la vie précède les hydrocarbures. Selon la théorie abiotique, c'est l'inverse, tout simplement. Et alors, en tout seigneur, tout honneur, essayons d'être critiques de ce qui nous fait discuter aujourd'hui. Existerait-il des éléments récents en faveur de la théorie abiotique? Oui, il y en a deux en fait. Si, bon, pour les gens qui ont lu mon livre, j'explique la différence entre la vie intraterrestre, donc à l'intérieur de la Terre, et la vie en surface. Nous, on est habitués à considérer que la vie n'existe qu'en surface, la vie suppose l'existence d'un flux d'énergie pour l'alimenter et d'oxygène. Donc ça, c'est la première chose. Et seconde chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a plusieurs types d'écosystèmes. Nous, on connaît l'écosystème en surface, hein. Donc l'écosystème en surface, c'est celui dans lequel on vit. Donc nous dépendons, la vie en surface dépend de quoi? De deux éléments. Un, la présence d'oxygène dans l'atmosphère et d'un flux d'énergie ce flux d'énergie il provient du soleil. Et donc, quand on mange, par exemple, quand on mange, toute la nourriture qu'on mange, elle provient du fait qu'il y a une agriculture et un bétail. Et tout ce bétail, cette agriculture et ce bétail, bien sûr, dépend, bien sûr, du flux d'énergie par le mécanisme de la photosynthèse. Mais dans les années 70, on a découvert des formes de vie en très grande profondeur au fond des océans, où là, s'est posé la question, c'était totalement inattendu. Dans les années 70, hein, on a découvert une faune au niveau de ce qu'on appelle les monts hydrothermaux, où là, on s'est posé la question, la question de l'oxygène dans les abysses. Bon, on pourrait penser que l'oxygène, c'est de l'oxygène dissous qui provient de la surface. Mais la question s'est posée de l'origine de l'énergie, de l'énergie qui peut alimenter ces formes de vie. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, bon, on a découvert qu'il y avait des organismes qui se nourrissaient d'autres choses, dont le métabolisme reposait sur un flux d'énergie qui ne provenait pas du Soleil. Mais depuis, donc ensuite, on pourrait se poser la question, est-ce que cette vie dans les fonds ultramarins, elle dépend a priori de la vie en surface, puisque on suppose que la vie est née en surface et au début, et puis elle a colonisé petit à petit les fonds sous-marins. Mais depuis quelques années, et en fait là c'est tout à fait récent, donc je vais relire mes notes là, puisque on a découvert des formes de vie dites intraterrestres. Donc intraterrestres, et donc là c'est une série d'articles qui datent d'environ 5 ans. Donc on parle de vie intraterrestre, et il se pourrait que cette vie intraterrestre soit bien largement majoritaire par rapport à la vie en surface, celle qu'on connaît nous. Et donc, d'après les dernières données scientifiques, la vie intraterrestre serait en masse, hein, représenterait environ 70% de toute la vie sur Terre. Et on a même découvert depuis quelques années seulement, hein, c'est tout à fait récent, hein, ça date de 3, 4 ans, 5 ans maximum, des formes de vie à 2,5 km de profondeur sous le plateau océanique et à 5 km de profondeur sous le plateau continental. Donc ça, c'est tout à fait récent. Et en quoi ça relance la théorie abiotique, puisque tout le monde sait que le pétrole, c'est en profondeur, à quelques kilomètres de profondeur sous le sol. Et donc, cette vie intraterrestre elle pourrait très bien s'alimenter à partir du pétrole déjà présent.
Et donc, en fait, là, ça relance tout à fait la théorie abiotique, parce que selon la théorie fossile, la vie précède les hydrocarbures. Mais dans le cas de la vie intraterrestre, toute la question réside dans le fait de quoi ils se nourrissent. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils se nourrissent d'hydrocarbures. Et donc, ça, c'est le fait qu'on découvre des vies intraterrestres qui sont totalement indépendantes de la vie en surface, hein. Ça, c'est important. Et bah, la question se pose bah, de la disponibilité en oxygène. Bon, là, la disponibilité en oxygène pour la vie intraterrestre, bah, c'est pas. On a découvert des roches oxydées qui pouvaient fournir l'oxygène nécessaire. Mais la question de l'énergie, bah là, ce serait tout simplement le pétrole qui serait déjà préexistant. Donc, premier élément en faveur de la théorie abiotique que j'ai présenté dans mon livre, c'est cette découverte tout à fait récente, hein, ça date de 5 ans maximum, hein, de vie intraterrestre, et c'est tout à fait pour alimenter la thèse, c'est que c'est tout à fait récent, et d'autre part, c'est devenu un champ de recherche très actif. Et un champ de recherche très actif, malheureusement, ça demande beaucoup d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que ces formes de vie intraterrestres vivant à plusieurs kilomètres de profondeur, il faut faire des forages, et des forages non pétroliers, a priori non économiques, puisque ce n'est pas le sujet de ces forages-là. Donc il faut forer très, très profondément. Et donc là, c'est un sujet tout à fait nouveau. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus. C'est que il faut vraiment se rendre compte que c'est un sujet tout à fait récent sur des formes de vie qui n'étaient pas considérées comme possibles il y a encore une dizaine d'années. Et là, en fait, ça remet en cause tous les paradigmes de la biologie contemporaine et ça va vraiment dans le sens de la théorie abiotique, dans le sens où, selon même la théorie, selon la théorie abiotique, de toute façon, il y a un corollaire à la théorie abiotique, c'est que c'est l'existence de vie intraterrestre à partir duquel ces animaux, ces micro-organismes en réalité, pourraient se nourrir de pétrole. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est aussi la découverte du fameux oxygène noir. Alors ça, c'est assez cocasse parce que quand on ne comprend pas quelque chose en science, on a tendance à le qualifier de noir. Bon, tout le monde a entendu parler en cosmologie, par exemple, d'énergie noire ou d'oxygène noir. Ou la matière noire Alors, aussi. tout à fait, exactement. Donc, tout à fait. Et donc, je relis mes notes. Là, bah là, c'est un entretien que j'ai écouté sur la radio France Culture. Et donc, c'est une découverte qui a été relayée par France Culture et sa date, c'était la date de la date de l'étude que France Culture relaie, c'est le 22 juillet 2024, donc quelques jours avant la publication de mon ouvrage. Alors de quoi s'agit-il? Bon, tout le monde a bien compris que les formes de vie, euh, pour pouvoir s'épanouir sur la longue durée, ont besoin de deux choses. D'une part, d'énergie, d'un flux d'énergie. Bon, pour la vie en surface, ce serait le soleil, mais pour la vie intraterrestre, ce serait les hydrocarbures, selon la théorie biotique, hein, mais aussi d'oxygène. Alors, bon, pour la question de l'oxygène en surface, tout le monde le sait, l'oxygène en surface, ça provient du processus de photosynthèse dans lequel le dioxyde de carbone associé à un flux d'énergie se décompose, et puis de l'eau se décompose en oxygène, donc la formation d'oxygène en surface, et des glucides. Ok. Maintenant, la découverte dont France Info, France Culture, pardon, a relayé les éléments, bah, donc je rappelle donc juillet 2024, de quoi ça parle? En fait, ça parle d'exploration dans les abysses. Donc les abysses, c'est environ 4500, à partir de 4500 mètres de profondeur, là où le rayonnement solaire ne peut pas pénétrer, puisque l'eau absorbe le rayonnement. Et donc, je vais peut-être commencer par un petit rappel, c'est que deux tiers de la surface terrestre, ce sont des océans. Mais sur ces deux tiers de surface terrestre, seulement 20% des fonds océaniques ont été explorés. Et donc, c'est une petite remarque que je faisais aussi dans mon livre, c'est qu'en fait, on en connaît plus quelque part sur la surface d'autres planètes, comme Mercure, Mars ou Vénus, par exemple, que sur les profondeurs des océans. Donc c'est là aussi, c'est aussi pour rappeler que la recherche est toujours un sujet
en marche. Et donc, ce qui est considéré comme acquis et finalement peut être mis en cause par des découvertes tout à fait récentes. Donc, c'est quoi l'objet de, c'est quoi, de quoi parle cette étude de 2024, donc, qui a été faite par un consortium de scientifiques occidentaux? Ça parle de la découverte d'oxygène noir non prévu par la théorie, la biologie contemporaine, hein, standard, on va dire, d'oxygène noir en très grande quantité. Et ce n'est pas des stocks d'oxygène, mais c'est une production d'oxygène qui est faite au fond des océans. Et cette production d'oxygène est tout à fait inattendue. En fait, c'est vraiment ça a beaucoup troublé les biologistes, hein, bah, les biologistes de notre époque, hein. Et donc, ça se passe, c'était une découverte qui a été faite au large de Clipperton et d'Hawaï. Enfin, je ne sais pas si les gens, c'est dans le Pacifique, hein. C'est sur la côte, au niveau de la côte est des États-Unis. Et donc là, il y a eu une découverte tout à fait inattendue, hein, je me répète, hein, de production d'oxygène. Et la question se pose, c'est un oxygène qui n'est pas photosynthétisé. Donc ce n'est pas un oxygène qui provient de l'énergie du soleil, mais un oxygène qui vient vraiment des profondeurs des océans. Et donc là aussi, ça relance un petit peu la théorie abiotique, puisque quelque part, comme toute forme de vie, les vies en profondeur doivent dépendre d'une source d'oxygène. Alors on pensait auparavant que l'oxygène qui alimentait les abysses provenait uniquement de la surface par le processus de photosynthèse et donc du soleil, mais là en fait on découvre une nouvelle forme de production d'oxygène dans les plus grandes profondeurs des océans. Et donc là, c'est vraiment tout à fait nouveau. Et donc là, on peut dire que quelque part, ces découvertes de formes de vie intraterrestres, hein, parce que j'ai dit qu'il y avait deux éléments d'oxygène dit noir, parce que non, dont l'origine est non comprise, peuvent alimenter la théorie abiotique. Puisque, en fait, si on réfléchit bien, ce qui différencie fondamentalement la théorie fossile de la théorie abiotique, c'est le phénomène de l'origine de la vie. Si on réfléchit bien, si la vie intraterrestre existe avant la vie en surface, cette vie intraterrestre doit disposer d'oxygène. Et là, cette découverte d'oxygène noir en profondeur pourrait expliquer un petit peu aussi ces nouvelles formes de vie, enfin ces nouvelles formes de vie découvertes récemment qu'on trouve en profondeur. Donc deux éléments en faveur de la théorie abiotique qui, à mon avis, va devenir à la mode. D'une part, la présence d'oxygène d'origine non phosphosynthétique et d'autre part, la découverte de formes de vie intraterrestres qui intéressent de plus en plus les scientifiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si, très exhaustivement même, merci beaucoup. Alors pour changer un petit peu de sujet et revenir justement sur les aspects plus terre à terre et plus géopolitiques, donc que penses-tu du positionnement de la future administration américaine par rapport aux hydrocarbures? Donc on a eu cette fameuse formule de Donald Trump, Drill Baby Drill. Quelle Ouais. est la réalité derrière ces formules choc? Bon, il y a deux choses. D'une part, bah, la nouvelle administration américaine prend place demain, si je comprends bien. Hein, donc, Exact. il y a deux choses. Ça va être, à mon avis, un peu un choc pour les Occidentaux. D'une part, il est prévu que la nouvelle administration américaine sorte des accords de Paris. Vous savez, ces fameuses conférences of parties, les COP, dans lesquelles il est question de réguler la consommation d'hydrocarbures afin, soi-disant, de limiter le réchauffement climatique. C'est encore un autre sujet, mais tout ça, c'est lié. Et donc, la nouvelle administration va donc sortir des accords de Paris. Donc, toutes ces limitations de consommation d'hydrocarbures, bah, ça ne concernera pas plus les États-Unis. Et d'autre Alors, part, comme vous petite venez parenthèse quand de... même pour nos auditeurs, Trump était déjà sorti une première fois des accords de Paris pendant son premier mandat. Ils avaient Oui. été re-signés par Joe Biden dès les premiers jours de son mandat en 2021. Et un. Et là, Trump donc, a annoncé effectivement son intention de ressortir encore des accords de Paris. Donc, méfions-nous, si vous voulez, des instabilités politiques liées à ce genre de signature des signatures. Ah, vous avez raison. Bon, toujours est-il il est bien question qu'ils en sortent à nouveau. Tout à fait. Et deuxième chose, peut-être plus importante, c'est que
un des slogans de campagne, vous l'avez dit, c'était drill, baby drill, mais il y avait aussi drill, drill, drill. Bon, drill, ça veut dire quoi? Ça veut dire forêt, hein, pas forêt au sens des arbres, mais au sens de forage. Et donc, il est question de relancer la prospection pétrolière aux États-Unis ou ailleurs. Alors, c'est pas mon domaine, mais le fait que, par exemple, ils s'attaquent, il y a des déclarations fracassantes concernant le Groenland, voire le Canada, qui sont a priori des environnements susceptibles d'avoir dans leur sol, de receler dans leur sol de grandes quantités d'hydrocarbures. Donc là, on peut dire que la nouvelle administration américaine va relancer la prospection pétrolière, puisqu'on nous dit en permanence que de toute façon le pic pétrolier s'approche, mais c'est peut-être aussi du fait que la prospection pétrolière s'est ralentie depuis une vingtaine d'années en pensant que de toute façon, hein, suivant l'agenda mondialiste climatique et écologique, de toute façon, il n'y en avait plus. Donc c'était inutile de chercher. Là, ils vont relancer la prospection pétrolière et bah, il n'est pas exclu de toute façon que des nouveaux gisements soient découverts. De toute façon, du point de vue américain, il est tout à fait inconcevable de renoncer aux hydrocarbures. Pour eux, c'est vraiment, pour la nouvelle administration en tout cas, c'est totalement inconcevable de renoncer aux hydrocarbures fossiles. Enfin, même pas d'ailleurs forcément fossiles d'ailleurs, si on a bien compris ce que je voulais dire. Très bien, merci. Et donc, après les États-Unis, la France. Que penses-tu des orientations politiques et du rôle notamment d'influenceur de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici? Alors, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur conseil. Il se présente pas souvent. Il se présente pas sous cette appellation. Alors, j'ai devant moi sa fiche Wikipédia parce que c'est assez intéressant. Alors, c'est quelqu'un qui est né en 62, qui est un polytechnicien et qui, depuis les années 2000, s'est spécialisé dans le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est un instrument qui vise à établir la quantité de carbone émise par chaque industrie, mais aussi maintenant par chaque individu. Donc en fait, Jean-Marc Jancovici, pour moi, c'est un influenceur en fait. C'est un quelqu'un qui a adopté à 100% la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique et qui en est persuadé. Alors, je ne suis pas sûr qu'il en soit autant persuadé. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le monsieur environnement, réchauffement climatique dont on trouve sur tous les plateaux de télé. C'est vraiment le personnage clé en France concernant tout concernant bah, la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, comme quelque part, c'est un décroissant. Alors ça, c'est intéressant, c'est un décroissant de droite, on va dire, quelque part. Et peu de gens le savent, mais en fait, souvent, quand on le présente à la télévision, on le présente comme un spécialiste du réchauffement climatique. C'est pas du tout le cas d'ailleurs, hein, parce qu'il a jamais publié rien, il a jamais rien publié là-dessus, hein. Mais donc, en fait, il a monté un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon 4, qui a pour mission de dresser des bilans carbone pour tous les groupes du CAC 40. Et maintenant, ça s'adresse même plus aux grands groupes, mais ça s'adresse aussi maintenant à la moindre petite entreprise, hein. N'importe qui travaille dans une petite entreprise d'une dizaine de salariés, c'est que maintenant, il y a des bilans et environnementaux à produire. Donc ça, c'est de la paperasse et tout ça. Et c'est aussi quelque part, un point important, c'est aussi quelqu'un qui a une énorme communauté de suiveurs sur le réseau social, enfin le réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. Donc sur LinkedIn, Jean-Marc Jancovici publie quasiment tous les 2 jours des notes destinées à distiller la bonne parole concernant les bonnes pratiques par rapport à l'environnement. Et tout l'argument de Jean-Marc Jancovici, c'est de dire qu'en fait, finalement, la thèse du réchauffement climatique, elle est certaine, elle est avérée, il ne discute jamais, hein. C'est pas un scientifique, hein, faut le rappeler.
et que ce réchauffement climatique est dû principalement, est dû essentiellement, selon lui, hein, et même pour une grande part, à l'utilisation de fossiles. Donc, il nous rappelle sans cesse que le pic pétrolier, c'est pour bientôt, et qu'il faut donc assurer une transition énergétique très rapide. Alors, il va un petit peu à l'encontre exactement de ce qui se passe aux États-Unis, puisque sur ce fameux groupe, enfin, ce réseau professionnel LinkedIn, j'ai constaté depuis quelques semaines une certaine inquiétude par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. En gros, il constate que bah, l'administration américaine va donc un peu balourder tout ça, hein, toute cette, toutes ces politiques en faveur de la transition énergétique et de l'abandon du fossile. Mais ce qu'il dit, lui, c'est que de toute façon, c'est pas grave, parce que de toute façon, nous, on a raison, nous, les climato-réalistes, comme ils se présentent, et que finalement, l'Europe, grâce à une hyper-réglementation, parce qu'en fait, il condamne l'absence de réglementation aux États-Unis, parce que en fait, il veut une réglementation européenne encore plus dure concernant l'utilisation des fossiles. Donc ça va pas aller dans le sens des automobilistes européens, on est bien d'accord. Et donc, en fait, il faut juste le considérer comme un influenceur, quelqu'un dont la communauté est constituée d'environ 1 million de salariés du secteur privé, essentiellement des cadres intermédiaires et des grands groupes français et des managers, hein, pareil, des mêmes groupes. Et donc, si on constate quelque part une certaine fébrilité dans ces derniers messages sur LinkedIn, bien sûr. Et on constate une certaine fébrilité. Pourtant, il continue à dire que l'Europe est dans la bonne direction. Alors là, je laisse nos auditeurs en juger. Et donc un jour, peut-être, ce fameux Jean-Marc Jancovici, qui fait vraiment le bonheur de 1 million de cadres intermédiaires, hein, euh, se verra peut-être contredit par la réalité de ce qui va se passer outre-Atlantique, pardon. Merci Jérôme. Chers auditeurs, nous vous encourageons pour approfondir cet entretien à acheter Comprendre le pétrole, énergie fossile, énergie abiotique par Jérôme Alzan, sorti en septembre 2024, ainsi que Mythes et réalités de la science, des principes fondamentaux à la fuite en avant du transhumanisme, sorti il y a 8 ans en 2017. Et si vous souhaitez soutenir les combats d'Alain Soral et son association Égalité et Réconciliation, nous vous invitons à souscrire au financement associatif. À très bientôt.